Donc nous sommes aujourd'hui avec Christine Vaufray, donc, qui est fondatrice, animatrice du MOOC ITIPA, et les étudiants de l'année spéciale du département technique de commercialisation de l'IUT Lyon 1, les étudiants de l'AS, ont été sans doute les premiers étudiants d'une université française à suivre, dans le cadre de leur cursus, un MOOC. Et donc, on va leur poser la question, on va voir un petit peu ce qu'il en est de cette expérience. Mais d'abord et avant tout, Christine Vaufray va nous expliquer un peu plus ce que c'est qu'ITIPA. Merci. Donc, ITIPA. ITIPA. Alors, vous savez ce que ça veut dire, ITIPA ? Internet outillé pour apprendre, tout à fait. Donc, voilà, son titre porte son sujet. ITIPA est né du constat fait à quelques-uns que justement dans Internet, il y avait énormément de choses très intéressantes qui nous permettaient de prendre de l'information et même d'apprendre sur toute une série de sujets, mais que c'était pas si facile que ça. Qu'il était nécessaire d'acquérir un certain nombre d'habiletés, savoir chercher de l'information, savoir la traiter, rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que soi, etc., etc. Et donc, on a décidé de faire un MOOC là-dessus. Alors, pourquoi ? C'est qui on ? Et puis, pourquoi un MOOC ? Alors, on, c'est 4 personnes au départ qui, en 2012, se sont rencontrées sur Twitter. Personnellement, je suis la rédactrice en chef d'un site qui s'appelle TOT Cursus, et dans lequel j'écris des articles toutes les semaines qui traitent de la culture numérique et de ses rapports avec l'éducation et la formation. Donc inévitablement, un jour, je suis tombée sur les MOOC. Avant que ça devienne la grande mode, la grande folie que c'est actuellement. Et j'ai commencé à écrire des articles sur les MOOC, et puis il y a quelque chose qui me gênait beaucoup, c'est que ces MOOC, à l'époque, il n'y en avait qu'aux États-Unis. Et comme je tweete aussi, plusieurs fois, j'ai dit, mais pourquoi il n'y a que des MOOC américains ? Pourquoi est-ce que dans les autres pays, on ne fait pas des MOOC ? Et j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui se posaient la même question. Et un jour, j'ai posé la question, et si on faisait un MOOC en français ? Et là, il y a 3 personnes qui ont dit d'accord. Il y a Jean-Marie Gilliot, qui est professeur d'informatique à l'école Télécom Bretagne. Il y a Morgane Magnin, qui est aussi professeur d'informatique, mais lui à l'école centrale de Nantes. Et puis, il y a une ingénieure pédagogique, Anne-Céline Grelot, à l'époque aussi à Centrale Nantes, maintenant à l'université de Nantes. Et sans s'être jamais rencontrés, on a décidé qu'on allait faire un MOOC ensemble. Et donc, on a utilisé Google Hangout, on a utilisé Skype, on a utilisé le mail, enfin voilà, tous ces petits outils de communication pour creuser nos idées, vérifier que oui, on avait bien envie de faire quelque chose dans ce sens-là, parce que un tweet, c'est une chose, mais après, il faut aller un petit peu plus loin. Et sous la forme d'un MOOC, c'est-à-dire d'un cours ouvert à tous ceux qui ont envie de mieux utiliser Internet pour apprendre des choses, que ce soit à monter un mur ou se familiariser avec la philosophie grecque ou apprendre le coréen ou que sais-je encore. Potentiellement, c'est possible de démarrer dans tous ces sujets-là sur Internet. Je dis bien de démarrer. Après, dans une phase de consolidation, c'est peut-être autre chose. Donc on s'est dit, on va faire un MOOC pour tout le monde, grand public, et on va pas donner des cours, voilà comment il faut utiliser Internet, mais on va inviter les gens à discuter entre eux sur leur stratégie d'apprentissage. Comment on fait ? On est devant Internet, on veut utiliser Internet pour apprendre des choses, comment fait-on ? Alors on a posé un certain nombre de sujets qu'on connaissait parce que tous, on avait déjà beaucoup réfléchi à cette notion d'apprendre avec les outils numériques. Donc, c'était la veille, c'était les réseaux sociaux, c'était intégrer une communauté d'apprentissage, etc. Vous allez retrouver le programme d'ITIPA dans ce que je dis. Et sans moyens particuliers, on avait un budget de 50 €. Sur notre temps personnel, on a monté un MOOC à travers d'un petit site l'année dernière, très modeste, mais où il y avait le programme, où il y avait des forums, et on a passé l'information dans nos réseaux personnels et professionnels. Et il y a 1200 personnes qui se sont inscrites.
Et on était complètement effarés de voir ce nombre. On s'attendait, on s'était dit l'année dernière, si on a 200 personnes, on sera très content. Donc on a eu 1200 personnes, avec des gens extrêmement dynamiques qui étaient aussi, pour une grande partie d'entre eux, dans le milieu éducatif ou de l'animation ou de la formation, qui venaient voir ce que c'était qu'un MOOC et puis qui avaient envie d'autres modèles de formation que le modèle classique où il y a quelqu'un qui sait et puis tous les autres qui ne savent pas et qui prennent des notes et puis on espère qu'un jour ils sauront. Des gens qui avaient déjà l'habitude de parler entre eux en ligne pour apprendre. Et donc, ça a fait un choc à l'époque, ce premier MOOC en français. Très vite derrière, il y a eu un deuxième MOOC en français, un MOOC de gestion de projet, qui a été monté par un enseignant de l'école centrale de Lille, cette fois, qui a eu beaucoup de monde, plus que nous, qui était un MOOC plus universitaire, avec des cours, mais aussi une très, très grosse activité entre les gens qui s'aidaient pour suivre les cours. Et à partir de là, ça a créé une dynamique. On a été invités dans des tas d'endroits à parler des MOOC. Ça a donné des idées. Et puis, un jour, le ministère de l'Enseignement supérieur a décidé, pas à cause de nous, hein, on ne va pas dire ça, mais qu'il était temps de s'y mettre. Et ça a été la création de France Université Numérique et de la plateforme de MOOC qui va ouvrir donc en janvier. Fun, on l'appelle. Nous, on n'était pas arrivés au bout de ce qu'on voulait faire. On avait conçu ITIPA la première année comme vraiment un espace d'expérimentation. Premier MOOC en français, MOOC connectiviste, c'est-à-dire basé beaucoup plus sur les échanges entre les gens que sur des contenus de cours structurés. Et on a décidé de recommencer cette année avec des variantes. Le but n'était pas de refaire ce qu'on avait fait la première année, mais d'apporter des variantes. On a par exemple, et c'est là que vous entrez en scène, proposé sur un blog qui accompagnait ce MOOC, que des établissements de formation, d'enseignement, mais aussi des associations, des espaces publics numériques, utilisent ce MOOC dans le cadre de leur propre programme de formation, d'enseignement, d'accompagnement des gens. Et on a eu des réponses extrêmement positives et enthousiastes. Votre professeur a été un des premiers à se manifester en disant « Oh là là, mais moi je mettrais bien un groupe d'étudiants là-dessus, c'est très intéressant ». Et effectivement, vous êtes la première classe entière à suivre ce MOOC dans le cadre de votre cursus d'études. On a eu aussi des gens qui s'occupent, par exemple, il y a une association qui fait de l'accompagnement auprès de demandeurs d'emploi de longue durée, dont les responsables ont dit mais aujourd'hui il faut savoir écrire un CV, chercher des offres d'emploi en ligne, etc. On voit que les gens qui fréquentent notre association ont souvent des difficultés avec ça. On va utiliser le MOOC, on va le transformer à notre façon, à notre sauce, et on va proposer chaque semaine des rencontres dans l'association pour tous ceux qui sont inscrits à ce MOOC, mais parce que tout seul devant leur écran, ça n'irait pas. Donc on va travailler ça ensemble, on va en discuter, et on va avancer à notre rythme, on va prendre ce qui nous plaît et puis laisser tomber ce qui ne nous intéresse pas, etc., etc. Et donc ça s'est développé au point où il y a maintenant une 50aine d'établissements divers qui ont utilisé le MOOC ITIPA de cette façon, plus d'autres établissements qui ne se sont pas manifestés à nous, mais dont on a su par des participants qu'ils utilisaient aussi ITIPA. Il y a un BTS de design à Saint-Étienne dans lequel les étudiants ont aussi utilisé ITIPA. Le prof, il ne s'est pas manifesté à nous. Et quelque part, ça nous a fait extrêmement plaisir. On s'est dit, c'est donc que c'est devenu une ressource banale à la disposition de tous. C'est-à-dire que ce MOOC, il ne nous appartient pas à nous, la petite équipe qui l'avons fait, mais à tous ceux qui l'utilisent. Et je dirais que cette année, ça a été notre plus grande réussite, que de transmettre ce MOOC, de le mettre à disposition de tous ceux qui voulaient l'utiliser à leur manière. Et on a pu donc, dans ce cadre-là, vérifier que c'était un produit souple, adaptable, dont on pouvait faire ce qu'on voulait, ce qui était un de nos objectifs. On a aussi mis en place ce qu'on appelle des badges, c'est-à-dire la possibilité pour certains qui ont quand même besoin de cadres et d'objectifs d'apprentissage, de vérifier qu'ils avaient acquis des connaissances, voire de préparer des dossiers pour montrer quelles sont leurs compétences dans un certain nombre de domaines. C'est absolument pas un parcours obligatoire.
ces parcours badgés, mais c'est à la disposition de ceux qui le souhaitent, ceux qui ont besoin ou envie, qui ont peut-être des choses à se prouver à eux-mêmes aussi, en se disant, ben voilà, moi j'ai envie d'aller jusqu'au bout, je m'inscris, et même je vais payer pour ça. Alors c'est des toutes petites sommes, hein. Chaque badge était vendu entre 25 et 40 euros. Donc le but, c'était pas d'en faire un MOOC rentable qui va nous rapporter des tas d'argent. Non, on a continué à travailler sur notre temps libre complètement gracieusement, bénévolement. Les sommes ont juste permis de rémunérer l'administration qui s'est occupée de ce dispositif de badge, hein, parce qu'ils sont quand même reconnus par les 2 écoles d'ingénieurs avec lesquelles on travaille, Télécom Bretagne et Centrale Nantes. Donc ça a de la valeur d'une certaine manière. Il y a des établissements d'enseignement qui ont reconnu ces badges. Donc ça, c'est important parce que c'est parti d'une initiative personnelle et puis c'est monté jusqu'à une reconnaissance institutionnelle. D'habitude, ça marche plutôt à l'inverse, hein. On monte un programme de formation ou une certification par le haut et ça descend jusqu'en bas. La différence au niveau des participants entre ITIPA cette année et ITIPA l'année dernière, c'est d'une part le nombre d'inscrits. On est passé de 1200, 1300 à 2200. Et puis une plus grande diversité des profils des gens qui les suivaient. On a encore énormément d'enseignants et de formateurs qui viennent se familiariser avec un mode d'apprentissage qui n'est pas celui qu'ils pratiquent majoritairement dans leur métier. Mais on a aussi des gens qui sont extrêmement différents. On a par exemple, et là je vais vous parler d'individus, il ne faut pas en faire des généralités, mais des gens qui se sont manifestés cette année sur ITIPA. Il y a par exemple une dame qui est agricultrice en Bourgogne et qui s'est dit, ben voilà, moi je vais m'y mettre à Internet. Je l'utilise dans mon travail, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a plus à faire avec ça. Et pas que les vidéos de chats, justement, hein, que je peux accéder à tout un tas de domaines qui m'intéressent. Je n'ai pas vraiment le temps, mais je vais le faire. Et puis, elle a trouvé des collègues parmi les participants. Elle a intégré une communauté et elle a suivi le MOOC jusqu'au bout, contente de son parcours. Même chose pour une dame qui est maquilleuse dans le spectacle. Pareil, elle s'est dit, pourquoi pas? Ça a l'air intéressant, ce truc. C'est une façon d'apprendre différente, j'y vais. Des retraités. Donc il n'y a plus d'enjeu en termes de métier, de carrière, etc. Mais c'est le retour du plaisir d'apprendre. D'une part, dans un environnement qui est bienveillant, il n'y a pas de sanctions si on ne réussit pas. On peut entrer, sortir comme on veut, suivre ou ne pas suivre les webinaires. Personne ne va vous taper sur les doigts parce que vous n'avez pas regardé la vidéo. Enfin, donc ça change pas mal de l'école, hein, où on est quand même... beaucoup sur ce système de contrôle. Et puis surtout les uns avec les autres, quoi. Hein, la communauté, le collectif, qui fait que quand on a un petit coup de mou, on peut se tourner vers 2 ou 3 collègues en disant « t'as regardé la semaine dernière, t'as suivi, de quoi ça a parlé ?» et on récupère, hein, sans effort considérable et là encore sans risque de sanction. Donc on arrive au bout. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Le MOOC s'est déroulé du 10-10 au 12-12. Vous comprenez bien qu'avec des dates comme ça, on ne pouvait pas les changer. On a connu aussi des difficultés d'ordre technique, en grande partie, parce qu'on est une toute petite équipe. On est un petit peu plus cette année que l'année dernière. Mais on est fiers d'être allés jusqu'au bout, malgré tout ça. On voit dans les témoignages des participants, ceux qui ont bien voulu laisser leur témoignage sur le mur des témoignages qu'on a ouvert pour cela, que beaucoup de gens en ont tiré des choses qui sont très très fins et précis pour qualifier les apprentissages qu'ils ont réalisés. Certains ont suivi les 2 sessions. Il leur fallait ça. Ils avaient besoin de ça pour aller aussi loin que ce qu'ils voulaient. D'autres ont suivi une des 2 sessions. Mais beaucoup de gens nous disent, oui, j'ai vraiment appris des choses. J'ai expérimenté des postures, des attitudes, des outils en ligne. Et maintenant, je suis capable de m'en servir. D'autres ont dit, j'avais une idée, c'est devenu un projet. En parlant avec les autres, j'ai vu que ça intéressait du monde. Ils m'ont apporté plein d'éléments. J'ai réussi. Et puis, il y a des gens qui sont venus donc, dans les webinaires toutes les semaines, hein, des gens qui connaissent bien un sujet ou l'autre. Et eux aussi, ils sont fiers et contents d'avoir participé à ça parce qu'ils savent qu'ils s'adressent à beaucoup de gens, que ce n'est pas leur public habituel. Et ils avaient juste envie de partager avec plein de gens ce qu'ils savaient, quoi. Donc, c'est ça notre conception des MOOC et de l'apprentissage
qui va certainement se développer et prendre d'autres formes. Le CMOOC, le MOOC connectiviste, n'est qu'une possibilité parmi beaucoup d'autres de MOOC. Et on va passer la main. L'équipe initiale va arrêter pour les années à venir. Mais il y a quelqu'un, un jeune Simon, qui est arrivé cette année dans l'équipe et qui, lui, va reprendre et il va mobiliser une nouvelle équipe autour d'ITIPA. Et ITIPA, c'est ça aussi. Hein. Ce n'est pas un produit qui nous appartient, ce n'est pas mon cours, mon contenu, mon enseignement. On s'est toujours positionné comme animateur. On est tous enseignants, mais on ne voulait pas de cette position d'enseignant à dire ben, « moi je sais et vous, vous ne savez pas ». Hein, on est des animateurs et là, on passe la main avec quand même le sentiment d'avoir réussi quelque chose, en tout cas d'avoir déclenché une dynamique. Voilà pour la présentation d'ITIPA tel qu'il s'achève aujourd'hui. Alors ce soir, c'est le dernier webinaire que si vous y assistez sur YouTube, vous verrez, vous rencontrerez donc Marcel Lebrun, qui est un grand ami de Lyon 1 et de Christophe Battier derrière la caméra, là, avec qui il anime d'ailleurs un autre MOOC, e-learn au carré, hein, pour faire de la formation en ligne. Vous rencontrerez aussi Bruno de Vauchel, qui est lui aussi pédagogue, enseignant à l'Université de Poitiers et ici à la Faculté catholique de Lyon, qui est une figure historique du e-learning en France et qui s'interroge depuis très longtemps sur ce que c'est qu'apprendre. Et les deux vont discuter ensemble. Et bien sûr, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez sur YouTube, sur Twitter, comme d'habitude. Et on leur remontera les questions en direct. Alors, ce sont deux personnes qui adorent parler. Je ne me priverai pas de les couper quand je trouve qu'ils iront un petit peu loin. Mais c'est des gens qui adorent transmettre et partager ce qu'ils savent. Ils ont l'habitude de faire des conférences en ligne, donc je pense que ça va être intéressant. Et on va réfléchir ensemble à, après ce grand mouvement collectif, qu'est-ce qui nous en reste? Qu'est-ce que c'est qu'apprendre pour soi? Qu'est-ce que c'est qu'apprendre avec les médias, ensemble, mais aussi séparément? Donc je vous invite à être devant vos écrans ce soir et puis surtout devant vos claviers pour poser vos questions.